Bonjour à tous. Nous allons nous donner quelques secondes le temps que tous les participants inscrits se connectent pour ce webinaire. C'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue et de vous laisser vous connecter tranquillement, mais sûrement. Alors, pendant ce temps où chacun se connecte, sachez que vous pouvez afficher des sous-titres puisque nous avons l'appui d'une vélotypiste que je remercie au passage pour ce travail durant ce webinaire. Et donc, il vous suffit sur la barre de menu plus, vous pouvez afficher les sous-titres si cela est nécessaire pour vous et vous aurez une retranscription en temps réel de nos échanges. Alors, je vois le nombre de participants augmenter doucement. Je pense qu'il va être bientôt temps de démarrer ce webinaire. Alors, je suis Pierre-Marie Lasbé, je suis directeur de l'association OETH, l'association OETH qui porte l'accord OETH, l'accord handicap du secteur sanitaire et social depuis 31 ans maintenant. Et je suis très, très heureux de démarrer avec mes invités ce premier webinaire de nos journées indispensables. Les journées indispensables d'OETH, c'est un rendez-vous que nous lançons cette année et c'est un rendez-vous autour du recrutement dans les métiers de l'intervention sociale et du soin et du recrutement de personnes en situation de handicap. Et nous avons choisi cet été 2022 pour promouvoir le recrutement de personnes en situation de handicap dans les métiers de l'intervention sociale et du soin qui ont tellement besoin de nouvelles compétences. C'est donc 3 journées, 14, 15 et 16 juin, autour de cette thématique. Et entre aujourd'hui et demain, c'est environ une quinzaine de webinaires qui seront organisés. Vous pouvez retrouver tout le programme sur notre site, le site que nous avons ouvert spécifiquement pour cette occasion, www.indispensable.org. Et donc, nous ouvrons le bal aujourd'hui avec mes invités, Grégory Abramovitch de l'IRTS Île-de-France Montrouge, Patrice Thuot du CRIP UGCAM de Montpellier, autour d'une sacrée question qui est tous les métiers du secteur sont-ils accessibles? On va la traiter ensemble. Simplement, je vous adresse quelques petites recommandations techniques. Alors, d'abord, vous redire que ce webinaire, si jamais vous avez un coup de fil ou que vous êtes dérangé pendant cette heure, vous pourrez le suivre en replay, de même que l'ensemble de nos webinaires, en replay et en podcast sur le site Indispensable. C'est un webinaire, ça veut dire que vous ne pourrez pas participer, vous ne pourrez pas parler, mais vous pouvez poser vos questions à travers la petite boîte qui s'appelle Q&R, questions et réponses, en bas de votre écran. Il y a Marie avec nous qui est modératrice et Marie répondra aux questions qui ne peuvent souffrir une minute d'attente et puis sinon nous transmettra quelques-unes de vos questions pour que nous puissions y répondre, ou en tout cas essayer d'y répondre pendant notre conversation. Voilà, je crois que techniquement, j'ai à peu près tout dit. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Grégory Abramovitch, donc je vous ai simplement cité, mais je n'ai pas dit que vous étiez psychologue de formation, que vous êtes responsable des formations Oasis, on en redira un mot tout à l'heure, à l'IRTS Île-de-France, c'est-à-dire que vous accompagnez les parcours de personnes en situation de handicap qui s'orientent vers les métiers de l'intervention sociale. Patrice Thuot, vous êtes cadre de santé, je crois, et vous êtes aujourd'hui responsable de toutes les formations sanitaires responsable du pôle métier du soin au CRIP, donc, qui est le centre de réadaptation et d'insertion professionnelle de Montpellier, qui fait partie du groupe UGCAM. Et vous avez développé pour ETH le petit frère ou la petite sœur d'Oasis, qui est OA Santé, donc, qui est des préformations vers les métiers du soin. Alors, pour introduire ce webinaire, peut-être quelques mots. Finalement, nos journées indispensables, et en particulier le webinaire que nous faisons ce matin,
sont partis de notre enquête, de l'enquête qu'OETH a menée avec l'Institut BVA à l'hiver dernier, juste avant que nous célébrions l'anniversaire de nos 30 ans. On a fait une enquête auprès des employeurs du secteur et dans cette enquête, elle a révélé des résultats très encourageants puisque 58% de nos adhérents pensent qu'employer une personne en situation de handicap, c'est facile. Donc, c'est un très bon score, c'est 20 points de plus que la moyenne nationale, tout secteur confondu. On voit qu'il y a vraiment une très bonne acceptation du handicap au travail dans le périmètre OETH. Mais il y a un petit revers. 82% de nos adhérents, des employeurs, pensent que toutes les fonctions ne peuvent pas être occupées par des personnes en situation de handicap. Et quand on creuse un petit peu plus, on voit bien notamment que sur les cœurs de métier, il y a l'idée que peut-être ces cœurs de métier sont plus difficilement accessibles pour des personnes en situation de handicap. Alors, il y a deux façons de traiter le sujet. Soit on dit « mais si, on vous assure », soit on prend la question en face et on essaye de la traiter. Et c'est ce qu'on a choisi de faire avec ce webinaire. Et je vous remercie l'un comme l'autre de participer à ce questionnement. Alors, je vais commencer avec vous, Patrice, parce que quand on a préparé ensemble ce webinaire, on s'est dit « c'est pas non plus la peine de raconter des histoires ». Et en effet, on ne peut pas dire que tous les handicaps sont absolument accessibles à tous les métiers. Il y a des exceptions, donc autant commencer par là. Est-ce qu'il y a vraiment des impossibilités? Est-ce qu'on peut dire que certains types de handicap ne peuvent pas correspondre à certains types de métiers? Alors, il faut que vous remettiez votre micro en revanche, Patrice, parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Oui, bonjour à tout le monde. J'avais évité de mettre mon micro tout le temps parce que comme je tousse un peu en ce moment, ça ne va pas être très agréable. Voilà. J'ai oublié de dire que vous étiez covidé et que vous étiez, Ouais, quand même, avec nous. mais l'avantage de la visio, il est bien là. Isolé, mais je peux être avec vous et content de l'être. Alors oui, effectivement, existe-t-il un ou plusieurs handicaps qui présentent une incompatibilité formelle au métier du soin? Je laisserai Grégory compléter sur la partie des métiers du social. Mais à partir du moment où on a des référentiels de formation professionnelle, effectivement, il y a une notion d'adéquation entre les conséquences du handicap et le métier visé qui doit être abordé. Alors, on va être très pratique. Si je dis aujourd'hui, une personne non-voyante, est-ce qu'elle peut devenir infirmière ou aide-soignante? Je vais vous répondre non. En tout cas, elle ne pourra pas devenir infirmière parce qu'elle ne va pas pouvoir répondre à au moins une des compétences professionnelles attendues, qui est celle, par exemple, d'une prescription médicamenteuse. Mais pour autant, et je vais quand même poser une nuance, j'ai bien parlé d'une personne non-voyante. Je n'ai pas parlé d'une personne malvoyante ou qui présente une déficience visuelle. En fait, si elle n'est pas en capacité de pouvoir exercer le quotidien du métier compte tenu de sa déficience visuelle, effectivement, ça va être un seuil inadéquat, inadéquat. Voilà. Et donc, effectivement, ça ne va pas être possible. Mais il y a des nuances à poser. C'est important de le voir. Et on peut poser des compensations avec des loupes, par exemple, pour pouvoir exercer le métier. En fait, c'est un problème de référentiel de diplôme. C'est-à-dire que le diplôme suppose qu'il y a un certain nombre de compétences qu'il faut valider. Et évidemment, la compétence qui est de lire une prescription, si vous êtes… non, voilà. Donc là, pour le coup, c'est non compensable et c'est vraiment lié au diplôme. Alors, on peut dire que c'est un problème de référentiel. C'est une question de référentiel, mais c'est une question aussi de réglementation en France. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est possible pour les kinés. Les kinés ont un décret spécifique qui leur permet, pour les personnes qui sont non-voyantes, de pouvoir exercer ce métier avec un référentiel qui est adapté en l'occurrence. Ça fait de nombreuses années. On connaît souvent cet exemple-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est exceptionnel dans les métiers du soin. C'est le seul métier, à ma connaissance, qui est l'objet d'un décret d'application de ce type-là, avec un handicap qui est très ciblé sur le handicap visuel uniquement. Et il n'y a pas d'autres possibilités pour d'autres déficiences sensorielles, par exemple. Alors, vous évoquez les infirmières non-voyantes, ça c'est compliqué, voire impossible. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, sur une personne qui est en fauteuil roulant, on peut aussi se poser la question. Là aussi, dans le référentiel, il y a des aptitudes physiques nécessaires, notamment sur la posture debout, sur le piétinement, sur le fait de savoir mobiliser des personnes soignées, soit d'utiliser des aides techniques. Quand vous êtes tétraplégique ou paraplégique, ça n'est pas possible.
Là aussi, quelqu'un qui a une déficience physique, ça peut parfois être compatible. Quelqu'un qui a une prothèse ou une orthèse de membre parce qu'elle a une amputation sous le genou, c'est tout à fait en adéquation. Il faut quand même vérifier des choses pour vérifier que la personne est en capacité de mobiliser quelqu'un sans risque pour elle ni pour la personne, bien sûr. Et là, il y a des nuances aussi à donner. Et puis, le troisième exemple le plus courant, c'est les personnes qui présentent un trouble de la relation à l'autre. Donc, effectivement, quand on est dans un métier de l'humain avec de l'humain, s'il y a un trouble dans la relation à l'autre, ça va poser une difficulté. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, ça veut dire, on a commencé au fond par balayer. Voilà, on a vu, oui, il y a des impossibilités. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Vous avez cité 2 cas, 3 cas. C'est vraiment une impossibilité, notamment liée à la certification. Ça veut dire, à contrario, que si on exclut ces 2 cas ou ces 3 cas, a priori, il n'y a pas d'impossibilité absolue. Ce qui veut dire donc quoi? Qu'il faut que regarder chaque situation, chaque Oui, cas particulier. oui, c'est tout à fait ça. C'est une étude singulière. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'approche, elle ne peut pas être que par rapport au médical. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui ont le même diagnostic médical, mais dont les conséquences ou la manière de compenser dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle ou dans leur parcours de formation ne se sont pas développées de la même manière. Et on va pouvoir poser en fait des avis différents en fonction de l'orientation professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, et ça c'est une idée quand même qui existe depuis longtemps dans la loi, mais qui est importante d'insister, et certainement d'insister d'autant plus quand on est dans les métiers qui relèvent du sanitaire et du médico-social, c'est qu'on a tendance à prendre l'approche médicale curative et de se dire, bah non, s'il y a tel diagnostic, ça ne va pas être possible. S'il y a tel diagnostic, ça va être possible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut en fait, et dans la loi c'est clair, la porte d'entrée, elle est par rapport à la notion d'environnement. Donc bien sûr, dans le contexte de l'environnement de formation et dans l'environnement professionnel visé. Et c'est cette étude singulière à faire pour chacun qui va permettre de dire si oui, on est sur un projet de formation qui est faisable, qui est tenable, soit poser des réserves et voir quelle compensation il faut développer, soit donner un avis défavorable. Et il est important de pouvoir poser objectivement cet avis défavorable pour ne pas amener quelqu'un dans un cursus de formation pour lequel il n'aura pas le diplôme professionnel attendu. Alors, en fait, vous proposez, et je pense que Grégory ne va pas dire le contraire, plutôt des réponses de Normand, en fait. Hein. C'est, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, ça se discute. On va revenir parce qu'il y a une question autour de la question des non-voyants et des infirmiers. Le braille, ça peut pas, ce n'est pas intégré dans la certification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que, à partir du moment où les boîtes de médicaments, par exemple, sont en braille ou que les ordonnances elles-mêmes pourraient l'être, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces solutions-là sont opérationnelles et donc c'est vraiment toujours pas possible. Alors, le seuil, il n'est pas sur ce que vous avez cité, Pierre-Marie. Il est sur le fait qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas en mesure de faire des ampoules injectables, et en général, les petites ampoules injectables, D'accord. qui soient avec une inscription en braille. Vous voyez, le seuil, il est là. Il faudrait qu'on puisse avoir, pour que en fait, ce métier soit accessible à des personnes non-voyantes qui fonctionnent en braille, il faudrait qu'il y ait des outils de compensation qui soient créés par les labos pharmaceutiques. C'est impossible. On a trop de molécules médicamenteuses différentes pour pouvoir le faire. Ça pourra peut-être se faire un jour, mais en l'occurrence, aujourd'hui, ça n'est pas dans la faisabilité de cet environnement professionnel. Ok, bon, reposez votre voix 2 minutes. Patrice, je vais me tourner vers Grégory. Alors, Oui. Grégory, on a tout de suite abordé les choses du côté des métiers de la santé, dont on sait qu'ils sont très, Mhm. très réglementés. Est-ce que de la même façon, dans les métiers de l'intervention sociale, vous voyez des impossibilités absolues ou est-ce que vous aussi, vous vous rangez du côté du Normand et vous dites, bah, ça se regarde? Oui, j'ai envie de compléter la réponse de Patrice parce que déjà, quand il évoque la question de l'environnement de travail dans l'aide à la personne, l'environnement de travail quand on est dans l'accompagnement éducatif, il est plus souple en fait. Il y a les restrictions
sont beaucoup plus légères et les adaptations de poste sont plus larges, en fait. Et du coup, il y a quelque chose à regarder dans cet environnement, c'est justement quelles sont les possibilités d'adaptation du poste. Et en même temps, on peut regarder l'environnement humain. Ça compte énormément. Comment une équipe est en capacité d'accueillir une personne, parfois avec avec ses préjugés, parfois avec son stress, parce que les équipes vivent du stress au quotidien, avec ses sentiments d'urgence. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et, j'aurais envie de dire aussi, il y a aussi à prendre en compte euh, dans la personne et dans l'accueil d'une personne et dans son embauche, en fait, pas simplement son handicap, parce qu'en fait, le risque, c'est de voir juste son handicap. Mais est-ce qu'on voit aussi les compensations que la personne a mises en place? J'ai été, moi, de mon côté, assez frappé pour les personnes que j'ai accueillies qui sont allées vers le travail social par le fait que je n'avais pas beaucoup de compensations à opérer au final. C'est-à-dire que quand elles arrivent là, les personnes, ce n'est pas comme une personne qui arrive dans le secteur, qui travaille un certain nombre d'années, qui à certains moments a des problèmes de santé, il y a un deuil à réaliser, il y a des moments qui ne sont pas faciles. Les personnes, la plupart du temps, qui arrivent et qui vont vers ce secteur avec un handicap, elles ont déjà fait le deuil. Elles ont déjà compensé leur handicap pour une grosse partie. Et moi, je leur ai dit, j'ai pas grand-chose à faire de ce point de vue-là. Il y a peut-être des éléments sur la question de la confiance dans sa capacité à exercer le métier qui vont aider la personne à être complètement à sa place, mais il n'y a pas tant à faire. Du coup, il y a vraiment à regarder comment la personne compense son handicap. Et du coup, dans les compensations, il y a sa capacité à s'appuyer sur les autres, il y a sa capacité à faire de son handicap à certains moments une richesse, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, regarder aussi ce qu'apporte la personne. C'est-à-dire que le voile du handicap peut empêcher de voir que waouh, cette personne dans l'équipe, elle aurait énormément apporté. Alors, je vous entends et on y reviendra. Permettez-moi pendant quelques minutes de jouer l'avocat du diable. Parce que, alors non pas du diable évidemment, mais des réactions qu'on entend souvent et à juste titre. Alors, Patrice, par exemple, c'est vrai qu'on peut se mettre à la place d'un employeur qui dit, mais alors moi, chaque année, je suis obligé de licencier pour inaptitude des aides-soignantes qui sont entrées chez moi, elles n'étaient pas en situation de handicap, aujourd'hui, elles le sont, et vous me demandez, moi, d'embaucher des aides-soignantes en situation de handicap, alors que chaque année, j'en licencie parce que le métier est tellement dur que, ben voilà, elles sont cassées. Est-ce que c'est quand même pas une prise de risque, quoi? Enfin, cette prise de risque-là, est-ce qu'elle est soutenable alors qu'on sait bien, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que les organisations sont soumises à de très fortes tensions. Est-ce bien raisonnable? Avec votre micro, Patrice, je sais que vous le coupez pour tousser tranquillement, mais… Oui, effectivement, oui, c'est raisonnable. Et je vais expliciter en quoi ça l'est. C'est important. Quand vous embauchez quelqu'un qui est en situation de handicap, en fait, vous dites, ah, je prends peut-être un risque. Ça veut dire qu'en fait, vous fonctionnez avec l'idée qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a moins de capacités que les autres. Alors, c'est vrai que quand on est employeur et qu'on a un professionnel qui, au cours de son activité ou de sa vie, va avoir un problème de santé qui va faire qu'il ne va plus être apte à ce métier, on va se dire pour le prochain qui arrive avec une situation de handicap qui a le diplôme, on va peut-être se dire, mais non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Mais en fait, dans nos formations, les gens qui rentrent, on a vérifié l'adéquation handicap-métier. Donc, c'est tenable. Ça veut dire on a répondu à la question, est-ce que la personne avec ce diplôme va pouvoir exercer? Oui, sinon, on ne dit pas que c'est tenable. D'accord? La deuxième idée, elle est de voir aussi que on a des personnes qui sont inaptes à un métier, et je vais prendre les exemples des métiers du soin, par exemple au métier d'aide-soignant, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle est inapte à un autre métier du soin, comme celui d'infirmier. Ça, c'est souvent un peu choquant pour les professionnels de santé, en disant, bah non, si elle n'est pas apte à elle, ça ne va pas être apte infirmier. Mais les compétences ne sont pas les mêmes, et en fait, ça sous-tend que quand on répond de façon aussi directe, de dire bah, si là, ce n'est pas possible, ça ne va pas l'être non plus pour infirmier, ça veut dire qu'en fait, on ne se pose pas la question de la notion de compétence, on se pose la question de
on se pose plutôt la réponse, elle a moins de capacité, donc on va la mettre sur un poste avec moins de compétences. Par exemple, l'aide-soignante, on va la mettre à l'accueil, on va la mettre aux archives. Ça, on ne questionne pas la compétence quand on fait ça. Donc, il faut voir sur quelle capacité là, sur les capacités d'apprentissage, sur les capacités de compensation qui peuvent être adaptées. À ce titre-là, il y a un témoignage là, qui se fait sur le même créneau horaire, mais que vous pourrez surtout certainement revoir sur les indispensables après coup. Il y a une infirmière qui a été diplômée chez nous, qui témoigne avec son employeur, qui était aide-soignante et qui a une situation de santé évolutive où elle voyait bien que tôt ou tard, elle allait avoir des contraintes à exercer de façon correcte pour elle, surtout le métier d'aide-soignante. Donc, elle a commencé à anticiper, elle a demandé à la MDPH de pouvoir se réorienter vers le métier d'infirmier. Ça a pris un petit peu de temps, son évolution de santé a un peu évolué. Elle a eu un petit peu d'arrêt, elle a eu le soutien de son employeur qui lui a dit, mais en fait, peut-être que la meilleure solution pour vous, c'est, comme vous le dit et vous le propose votre médecin du travail, c'est d'accepter l'inaptitude pour pouvoir s'orienter vers le métier d'infirmier. C'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée en formation d'infirmier. Et en fait, on a eu assez peu de compensation à développer pour elle. Elle est aujourd'hui infirmière, elle est aujourd'hui dans l'emploi. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'en plus, elle est revenue dans l'entreprise où elle travaillait avant. Voilà. Donc, vous voyez, elle a eu le soutien de son employeur qui a compris cette situation. Mais pour que ça marche bien, il faut en fait aussi qu'il y ait je ne sais pas si c'est une transparence, mais en tout cas que les choses puissent être dites. C'est-à-dire que cette infirmière, elle a osé dire à son employeur qu'elle avait une situation de santé qui la précarisait dans son poste d'aide-soignante. Elle a communiqué là-dessus et ça n'est pas toujours facile parce que dans le milieu du soin, en général, on fonctionne avec beaucoup de représentations sur le handicap et on a quand même constaté que beaucoup de nos anciens étudiants et anciens élèves, une fois diplômés, ont une appréhension à dire qu'ils sont en situation de handicap auprès des employeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a dans les établissements sanitaires et médico-sociaux des personnes en situation de handicap qui n'en parlent pas, par peur d'avoir une idée un peu négative sur elles, et parce qu'en fait, elles veulent être reconnues comme des professionnels à part entière. Mais quand vous êtes dans nos instituts, et c'est certainement le cas aussi à l'IRTS, dans les métiers du social, vous ne faites pas la différence dans un groupe entre les personnes qui ont une situation de handicap ou non. Parce qu'en fait, 4 fois sur 5, le handicap ne se voit pas. Et notre approche dans la formation, elle n'est pas de parler, la porte d'entrée n'est pas le handicap. La porte d'entrée, c'est la formation qualifiante. Alors, avant de donner la parole à Grégory, je rappelle simplement que votre espace spectateur de ce webinaire pour discuter, c'est la boîte questions et réponses et non pas la boîte discussion, qui est plutôt un petit espace interne pour nous permettre d'échanger. Donc, merci d'investir plutôt la boîte questions et réponses. Grégory, je crois qu'il faut aussi qu'on aborde la question du handicap psychique qui souvent cristallise beaucoup d'inquiétudes chez les employeurs. On voyait aussi dans l'enquête au ETH à l'occasion de nos 30 ans avec BVA, beaucoup d'inquiétudes autour du handicap psychique. Et c'est normal, on est dans les métiers de la relation, ce que rappelait Patrice tout à l'heure, on est dans les métiers de la relation. Le handicap psychique renvoie à un certain nombre de pathologies qui peuvent inquiéter dès lors qu'on est dans les métiers de la relation, qui sont difficiles, qui sont exigeants moralement, psychiquement. Alors, je sais que pour en avoir déjà pas mal discuté ensemble, vous m'avez dit, bah oui, même moi au début, j'étais un peu méfiant sur ce type de handicap et la capacité de faire des parcours dans ce secteur. Vous avez bougé, bon, mais moi je me mets à la place d'un employeur, c'est quand même une grosse prise de risque. Et oui, j'étais méfiant parce que on est formé à la méfiance, en fait, j'ai envie de dire, y compris dans ma formation de psychologue. Je n'ai pas rencontré les personnes en formation, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai rencontré, c'est des DSM, des CIM, c'est-à-dire des classifications psychiatriques avec des cases, et on essaie de faire rentrer les gens dans les cases. Alors, quand on arrive sur le terrain, on se dit, tiens, dans quelle catégorie et en fait, c'est un obstacle immense à la rencontre. Et du coup,
c'est les personnes et le fait d'avoir accompagné des personnes atteintes de troubles psychiques dans la prépa Oasis qui m'a permis de changer de regard, en fait. Parce que j'ai vu quoi? J'ai vu, je ne vais pas faire d'angélisme, pour certains, en fait, certains Surtout se sont pas. rendus En compte. effet, la thématique d'aujourd'hui, ce n'est pas d'angélisme. Hein. Oui. Certains ont pu se rendre compte en une semaine, en fait, de se dire, ah bah oui, mais en fait, je crois qu'il faut d'abord que je m'occupe de moi. Et quand je vois comment le métier peut venir me bousculer moi, c'est peut-être pas pour moi ou alors c'est trop tôt pour moi. Il y a des personnes qui ont été en souffrance dans l'expérimentation et elles le sentent très vite. Et cette rencontre avec le terrain est indispensable pour sentir ça. Et puis, il y a des personnes, quand leurs troubles psychiques sont compensés, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les périodes où il y a les hauts et les bas, il faut que ce soit stabilisé. Et il y a des personnes qui ont des magnifiques parcours. Et je dirais même des magnifiques parcours qui apportent beaucoup, en fait, sur les terrains, parce que quand il y a une sensibilité particulière, une écoute particulière, quand on entend les personnes ensuite parler de la façon dont ils accompagnent, de leur délicatesse avec les personnes accompagnées qui ont des troubles psychiques, on sent que ça a des répercussions pour les personnes qui sont accompagnées. Puis il y a une deuxième répercussion, c'est que pour les personnes accompagnées, certaines sur les lieux où j'ai accompagné les apprenants en stage disaient, mais en fait, c'est possible, en fait. On n'est pas cantonné à être de ce côté de la barrière, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on a des capacités d'être un professionnel, et y compris peut-être même d'accompagner les autres. Et ça change le regard, ça change tout. C'est énorme. Et vraiment, pour des personnes qui ont vécu des troubles psychiques, elles ont pu, à certains moments, développer des capacités à accueillir l'angoisse, à accueillir le stress, à accueillir des choses qu'on n'est pas habitué à accueillir habituellement. Et une fois que c'est stabilisé, elles ont ces capacités-là. Et du coup, accueillir les angoisses de l'autre, c'est pas un problème, en fait. Elles n'ont pas peur. Et ça peut être vraiment une immense richesse dans les équipes. Alors, c'est très beau, c'est super votre témoignage. Je me mets encore une fois à la place des employeurs qui disent, mais alors ce que vous nous dites là, c'est que finalement, il faut regarder chaque situation, il faut regarder si la situation est compensée, stabilisée ou pas, il faut apprécier. Mais comment nous, on fait, encore une fois, je rappelle la situation de pression dans laquelle sont les employeurs avec des équipes à mettre au pied des malades tous les jours ou en tout cas aux côtés des personnes accompagnées. Comment on fait pour évaluer finalement ces situations très rapidement? La personne, est-ce que je prends un risque, pas un risque? Est-ce que le handicap est compensé, pas compensé? Est-ce que faire ce rapport entre finalement avantage, richesse, c'est ce que vous racontez, Grégory, finalement. Ces personnes, elles sont riches d'autres compétences et puis en même temps prise de risque. Est-ce qu'elle ne va pas me claquer dans les doigts parce que finalement une situation difficile va la fragiliser? C'est quand même beaucoup de compétences de recrutement qu'il faut mettre en œuvre. Comment ils peuvent faire, les employeurs? Sur qui ils peuvent s'appuyer? Peut-être Grégory d'abord, puis après, je sais que Patrice, c'est un peu votre métier au quotidien de faire aussi ce travail. Une chose me vient en fait par rapport à ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, c'est de me dire qu'en fait, l'évaluation, elle ne peut reposer, et c'est peut-être la base, que sur un rapport de confiance. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas cette confiance, de toute façon, 80%, voire plus, des handicaps sont indivisibles. Vous embauchez les personnes sans le savoir, en fait. Et que le handicap soit là ou pas, sauf que les personnes, si elles le dissimulent, si ce n'est pas présenté aux équipes, c'est là que ça peut être plus compliqué ensuite sur le terrain, parce que la surprise, le manque de formation des équipes parfois à accueillir la diversité dans leur rang, en fait, là, peut coincer. Je vous donne juste un exemple. Une personne épileptique, si elle ne prévient pas, en fait, si le jour où il y a son épilepsie, le choc que ça fait, les angoisses pour le professionnel en termes de sécurité, etc., peut faire qu'après, c'est compliqué de continuer à travailler ensemble. Si l'équipe est prévenue, si elle sait quoi faire en situation de crise épileptique, si les conditions de sécurité sont pensées collectivement pour ne pas mettre les personnes accompagnées en situation
de risque, en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Les choses peuvent se passer, mais vraiment sans problème. Et on peut même sensibiliser les personnes accompagnées, en fait. Et ça, c'est un pas de plus et c'est génial. Alors, on va revenir. Hein. Vous évoquez beaucoup de confiance et sensibilisation. Il y a beaucoup de questions autour de ça. On y reviendra juste après. Patrice, je vous renvoie la même question. Finalement, ces employeurs qui peuvent se sentir un peu seuls face à cette sorte de responsabilité. Est-ce que je prends un risque? Comment je noue la confiance? Comment j'évalue si la situation est compatible avec les contraintes des emplois que je propose? D'abord, comment vous les aidez à travers votre activité? Puis voilà, sur quoi peuvent-ils s'appuyer? Il y a plusieurs choses, mais la première qui me paraît importante, c'est de dire toute l'importance que les indispensables ou ce type de webinaire ont dans le processus justement d'intégrer cette approche, on dit accueillante. C'est de dire, voilà, effectivement, on fonctionne avec des représentations. Grégory en a très bien parlé en disant que mais même nous, professionnels, on fonctionne avec des représentations et on se fait avoir. Par contre, quand on regarde des histoires singulières, on voit des plus-values de ces personnes-là qui sont très pertinentes dans le milieu professionnel du soin, des métiers du soin et de l'aide à la personne. Ça, c'est indispensable et je pense qu'on devrait faire une étude là-dessus parce que c'est des personnes qui ont des capacités d'adaptation et quand elles développent de la compensation, elles ont des capacités d'adaptation augmentées. Elles ont une capacité de résilience par rapport à leur propre histoire personnelle. Elles ont des capacités aussi de résistance. Et c'est souvent là où on se dit, oh, c'est pas possible. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment crucial. Ce qui est important aussi, c'est d'accompagner effectivement les équipes. C'est-à-dire, on ne va pas parler systématiquement des situations de handicap, mais quand il y a besoin, c'est de parler. On utilise les leviers des mises en stage. Hein. Par exemple, une personne qui est malentendante, il y a des codes de communication à poser. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malentendant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas exercer un métier du soin. Il va peut-être être gêné si vous ne parlez pas en face d'elle, voilà, parce qu'elle va fonctionner en complétant par la lecture labiale. Par contre, elle va être en capacité de pouvoir tout à fait exercer le métier si on respecte cette règle que je viens d'énoncer. D'accord? Donc là, effectivement, il faut en parler. Et puis, ça va peut-être se dire, juste avant l'arrivée en stage, au début du stage, des fois, on intervient avec des associations de déficients auditifs pour mettre l'équipe en situation de déficience auditive, en donnant quelques codes de communication et en situation de déficience auditive pour se dire, ah oui, en fait, je comprends la difficulté et je comprends l'effort d'attention qu'une personne déficiente auditive est en train de faire. Donc, je vais faire attention de ne pas parler dans son dos. Voilà, je vais juste vérifier ça. Ou lui demander de reformuler. Habituellement, dans le quotidien professionnel, on lui dit, bah, est-ce que tu peux me dire à l'étudiante ou à l'étudiant, est-ce que tu peux me répéter ce que je t'ai demandé? Voilà, de la reformulation. Et voilà. Et après, ça tourne. Et après, même les professionnels oublient que cette personne-là a une situation de handicap et une déficience auditive. Donc ça, c'est... Oui. Au fond, c'est une balance. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, vous dites, bien sûr, ça peut être non pas des risques, mais en tout cas des choses à mettre en place pour compenser, pour que collectivement, le collectif de travail intègre la question du handicap et lequel et gère finalement la situation. Moi, je repense aux crises d'épilepsie que vous évoquiez, Grégory. Bah, c'est vrai que quand vous êtes dans une équipe éducative avec des transferts, avec des moniteurs éducateurs ou des éducateurs qui sont quand même amenés parfois à conduire des personnes accompagnées, si vous dites, bon, bah, elle est épileptique, elle peut faire une crise, enfin, c'est quand même une limitation ou en tout cas une organisation nécessaire de l'activité en fonction de ce handicap. Donc, il faut quand même se lancer. Donc, se lancer en disant, OK, ça va être aménageable, c'est possible, donc il faut avoir confiance dans ça. Et puis, de l'autre côté, se dire, nous avons à y gagner. Et alors, c'est le nous avons à y gagner sur lequel je voudrais revenir. Patrice, vous avez dit résistance, résilience et capacité d'adaptation, c'est vos trois piliers. Grégory, peut-être ça serait intéressant de vous entendre aussi là-dessus sur finalement qu'est-ce
qu'une équipe a à y gagner? Bien sûr, il va falloir que gérer la situation de la personne épileptique pour les transferts. C'est compliqué, c'est une prise de risque. Mais qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Eh ben, c'est assez énorme en fait. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que si on veut que les équipes euh, bah, accueillent mieux les personnes accompagnées, on n'est pas obligé de faire ce travail-là pour nous en fait. Parce que finalement, ce qu'on développe quand on accueille une personne handicapée dans son équipe, c'est qu'on développe une forme de, je parlais tout à l'heure de délicatesse. Euh, et une délicatesse qui peut se jouer à tous les niveaux. Au niveau des personnes accompagnées, par exemple, beaucoup de personnes se font mal en tant qu'aides-soignantes parce qu'elles sont pressées, elles ont le temps. Et en fait, quand on développe, par exemple, une démarche en autonomie, on va passer dans la formation en autonomie des heures, plusieurs journées, à apprendre à inviter une personne avec les mains, en fait, à l'inviter à faire le geste et à accompagner le geste. Quand on développe ça, en fait, quand une personne a développé, parce qu'elle n'avait pas le choix, en fait, cette capacité à accompagner et à inviter pour ne pas se faire mal, en fait, parce que quand on brusque la personne, elle réagit de l'autre côté et c'est là qu'on se fait mal. Et quand on le développe au niveau de toute une équipe, c'est bénéfique pour tous. Et puis, pour l'ensemble des équipes, on connaît tous des moments où on est limité, en fait. On est limité parce qu'on a un accident physique, on est limité parce qu'on vit un deuil qui vient de toucher, en fait. Les professionnels du travail social qui pleurent le matin avant d'aller au travail et qui se demandent comment ils vont y arriver sur la journée, ça arrive tous les jours, en fait. Des limites. Et du coup, finalement, quand on aborde les questions, quand on accueille des personnes handicapées en le disant dans son équipe, on autorise chacun à être pleinement humain. On autorise chacun à accepter ses propres limites. Et qu'est-ce que c'est précieux, ça? On est en train à certains moments, de tous dépasser nos limites, de vouloir toujours faire mieux, d'avoir l'impression de ne pas y arriver, etc. C'est forcément dans le travail social parce qu'on peut toujours faire mieux. Et quand on nous dit qu'on a le droit de ne pas être parfait, c'est un immense soulagement. Ça apporte beaucoup et ça peut vraiment apporter beaucoup aux dynamiques d'équipe. Alors, je vois un peu défiler le fil des interventions, des questions. Il y a en effet beaucoup d'interventions sur le changement de regard, sur la question de la sensibilisation des équipes à cette question du handicap au travail. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que au fond, le travail de sensibilisation des équipes, ce n'est pas tant sur le handicap de la personne qu'ils vont accueillir en tant que collègue, c'est aussi sur eux-mêmes. Il faut aussi se sensibiliser soi-même à sa propre vulnérabilité ou limite, qu'on soit en situation de handicap ou non. C'est ça un peu que vous nous invitez, le pas que vous nous invitez à faire. Oui, en fait, parce que de toute façon, ça devrait être une base du travail social, mais on a bien du mal à le faire à certains moments en formation. Parfois, on s'étrique un peu dans les référentiels, dans les centres de formation. Mais du coup, effectivement, en tant qu'être humain, notre vulnérabilité, c'est notre outil de travail. Et je parle vraiment de vulnérabilité, en fait, parce que je ne parle pas de fragilité. Parce que précisément, quand on accepte d'être un humain, d'avoir des limites, de ne pas pouvoir tout faire, quand on accepte son imperfection, quand on accueille ses angoisses, et ben, d'une certaine manière, paradoxalement, on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort parce que beaucoup moins fragile, en fait, parce que dans cet accueil-là, on n'est pas obligé de mettre ça sous le tapis. Et vous voyez bien ce que ça fait sur les terrains, en fait. Et vous voulez dire, au fond, je vous interromps, vous voulez dire que les travailleurs handicapés qui exercent dans les métiers, ils ont déjà fait ce travail, au fond, ils sont en avance d'un… En fait, beaucoup d'eux n'ont pas eu le choix, en fait. C'est-à-dire qu'habituellement, on apprend à faire ce travail en vieillissant, en fait. C'est-à-dire qu'on est confronté à des limitations et on apprend à accueillir. C'est pour ça qu'on parle de la sagesse de personnes âgées. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes âgées sont dans la sagesse. Et je ne dirais pas que toutes les personnes handicapées ont fait ce travail-là, en fait. Mais une partie n'a pas eu le choix, a été confrontée à ça. Et du coup, a été obligée de faire ce travail-là. Et du coup, ça évite certains écueils. C'est-à-dire que quand on sait accueillir le deuil chez soi, en fait, quand on sait accueillir un exemple, en fait, une personne en fauteuil roulant qu'on a accompagné en prépa à un moment, en fait,
les premiers jours dans le centre de rééducation, elle apprend qu'elle ne pourra plus marcher. C'est des périodes très, très difficiles, en fait. Et quand la personne nous décrit comment, finalement, petit à petit, dans le centre de rééducation, elle s'est mise à regarder autour d'elle. Et c'est cette phase-là, c'est-à-dire, je me descends de moi, je regarde autour de moi et je vois des personnes qui sont bien plus en mauvais état. Et je me dis, ah ben finalement, je m'en sors pas si mal, j'ai de la chance de pouvoir avoir tout le reste qui marche. Et hop, ce professionnel-là, sur le terrain, la qualité de relation qu'il développait, ça compensait largement le non-usage de ses jambes, en fait. Euh, et, et du coup, j'aurais même envie de dire, même y compris par rapport à l'effort de formation, une fois diplômé, on n'imagine pas le temps que ça prend quand il a des enfants aussi, sur les trajets pour l'accompagner, il y avait des heures de trajet parce que c'était fait par un service public, le temps pour s'habiller le matin, etc. L'organisation, l'énergie qu'il a fallu pour faire sa formation, en bout de formation, je peux vous dire qu'il était hyper méritant et que un professionnel au taquet, quoi. Et du coup, on voit bien, en fait, juste sur le terrain, très concrètement, un professionnel qui a pas travaillé ces deuils-là, qui ne sait pas accueillir l'angoisse, qui va être dans l'évitement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans les solutions toutes faites. C'est-à-dire, face à l'angoisse d'une personne, on va trouver des solutions, on va être dans l'action, mais pas forcément une action qui part de la personne accompagnée. Ou alors, on va être oui, mais t'as qu'à faire ça. Mais ça, on a ça partout autour de nous. Et c'est tellement bien de changer de modalité en tant que travailleur social. Et du fait de leur expérience, beaucoup de personnes dans les prépas et personnes handicapées qu'on accompagne dans notre prépa ont fait ce travail et donc ont cette richesse d'accueillir différemment l'autre et les personnes accompagnées. Merci Patrice, j'ai vu votre œil frisé, vous buviez du petit lait pendant que Grégory parlait, je vous ai vu aussi opiner du chef, ça vous parle là, ce que dit Grégory, vous rencontrez la même chose je suppose dans les métiers du soin. Oui, c'est tout à fait ça, on a vraiment une plus-value, moi c'est un terme que j'utilise souvent dans ces métiers d'aide à l'autre et d'attention à l'autre qui sont primordiales. La capacité de résilience est énorme chez ces personnes-là. Sinon, elles ne seraient pas en capacité même de pouvoir tenir, ne serait-ce qu'un stage d'immersion professionnelle, si elles étaient encore dans leur histoire personnelle. Elles ont fait un travail de prise de distance et c'est ça qui est riche, quoi. On voit vraiment, moi je suis toujours surpris par des jeunes chez nous qui ont une maturité personnelle qui est de l'ordre de 10, 15 ans de plus, quoi. Ça regroupe d'une autre manière ce qu'a dit Grégory. Et vraiment, c'est forcément une plus-value dans le quotidien professionnel. Quand je compare par rapport à mon propre vécu professionnel en tant que jeune infirmier, je fonctionnais aussi avec des astuces et des recettes. Et j'ai appris avec ma vie personnelle, avec les enfants qu'on a, etc., sa vie de famille, des deuils ou des pertes qu'on a, qu'effectivement, vous ne soignez pas de la même manière. Et c'est exactement ce que proposent ces personnes-là. Et c'est vraiment là où c'est un plus, un plus, un plus, et jamais un moins, comme on le pense au début. Et je vois que dans les questions qui sont posées, les gens le public a repéré que c'est une histoire de représentation. C'est vraiment la porte d'entrée par laquelle il faut pas la refuser, celle-là. Il faut y aller. Parce que c'est chaque situation individuelle d'un étudiant, d'un élève qui est en situation de handicap, accueilli en stage ou dans l'emploi, si c'est un exemple constructif, ça va faire bouger les représentations. Quand je dis constructif, ça ne veut pas dire que forcément la personne va aller jusqu'au bout de son processus de formation, hein, comme tout étudiant, quand il rentre, on n'est pas sûr qu'il va être diplômé, c'est un pari. Mais pour autant, voilà, constructif, ça veut dire qu'on a pu poser les choses et on a vu qu'en fait, il était aussi compétent et performant que les autres. Et là, tout le monde a gagné. En premier, les personnes en situation de handicap, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes en situation de handicap. C'est quand même un élément important. On voit que la loi impose les 6%, parce qu'en fait, ça coûte à la société d'avoir des personnes en situation de handicap qui ne sont pas dans l'emploi. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont dans la capacité de travailler.
Et ça coûte en premier lieu, ça coûte cher humainement aux personnes en situation de handicap. Parce qu'elles se disent, ah ben, si on me dit que je ne peux pas travailler, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. C'est l'exemple aussi que citait Grégory sur cette personne qui est en rééducation, qui se dit ma vie est foutue, etc. et que c'est plus possible. Non, il y a d'autres possibles. C'est ça qui est intéressant d'explorer. Alors, peut-être une question un peu plus pratique qui vient du public, qui interroge les référentiels de formation d'aide-soignants en disant est-ce que finalement les futurs aides-soignants sont formés sur la question du handicap au travail, quelque chose qui leur ouvre les esprits. Et j'allais dire, si j'élargis un peu la question à ce que vous venez de dire, à prendre en compte peut-être aussi leur propre vulnérabilité. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est vraiment juste de l'expérience humaine, de la maturité personnelle, ce que vous nous avez expliqué, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans les formations, on aborde un peu ces questions-là? J'ai envie de commencer par les formations du soin, parce que je sais que dans les formations d'intervention sociale, en principe, Grégory devrait me répondre oui, mais dans les formations du soin. Alors dans les formations du soin, oui, c'est même fait et commencé avant l'entrée en formation. C'est même en dehors des modalités de sélection pour entrer dans cette formation-là. C'est-à-dire que nous, on rencontre les personnes pour justement qu'elles puissent nous parler de leur situation de handicap et des conséquences dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, dans leur parcours de vie. Et quand quand elles nous parlent de leur projet au travers de ça, on essaye de voir effectivement si elles ont pris de la distance par rapport à leur histoire personnelle. Et on voit bien on leur dit aussi que vous avez des compétences et que c'est ces compétences-là qu'il faut mettre en évidence, en avant dans la formation. Ma question, elle était plus large, hein, Patrice. Elle était sur tous ceux qui se forment au diplôme d'aide-soignant, c'est-à-dire y compris ceux qui, a priori, n'ont pas de reconnaissance ou qui, a priori, n'ont pas de handicap. Est-ce que les professionnels sont aujourd'hui préparés à accueillir un ou une collègue en situation de handicap ou à accueillir leur propre vulnérabilité? Oui. Alors, ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre positivement parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le référentiel infirmier, il y a un module qui s'appelle Santé, maladie, handicap. Et je l'ai expérimenté, moi, dans des instituts auprès de mes collègues. Je leur demande, est-ce que vous abordez dans ce module-là, dans cette unité d'enseignement, une partie qui associe handicap et emploi, que ce soit sur les métiers du soin ou non? Ils me disent non, en fait. On aborde des contenus où des soignants vont s'occuper de personnes en situation de handicap. Oui. D'accord? Donc, on fait des interventions dans les instituts là-dessus pour aborder ça. Et en plus, on leur dit, voilà, ça concerne votre milieu. Donc, ah oui, peut-être. Et c'est bien, ça permet aussi de faire bouger les lignes chez les étudiants. On le fait aussi quotidiennement avec les équipes quand on fait des encadrements en stage ou pour de l'insertion professionnelle ou quand on travaille avec des missions handicap. Parce qu'en fait, chaque expérience devient constructive et montre que c'est tenable et que c'est possible. Sur la formation des soignants, en fait, quand on regarde le programme, on n'a pas d'espace pour faire ça. Alors, on peut le faire un peu quand on est sur l'organisation du travail, etc. Mais ce n'est pas très bien estampillé, ce n'est pas très bien visible. Voilà. Mais c'est quelque chose que l'on montre aussi. Alors, nous, la particularité qu'on a sur l'école d'aide-soignants à Montpellier, c'est qu'on a à la fois du public en situation de handicap et des élèves qui ne le sont pas. Et des fois, on a des professionnels qui nous appellent « Ah, il y a un problème avec votre élève aide-soignante, quel est son handicap ?» Attendez, dites-nous ce qui ne va pas. Dites-nous ce qui ne marche pas. Alors, elle nous dit ce qui ne marche pas, on échange, tout ça, et puis à la fin, on lui dit juste pour vous dire, hein, on n'a pas parlé de handicap là. Non? Pourquoi? Parce que c'est la difficulté qu'elle a présentée, cette personne, c'est une difficulté d'apprentissage du métier. Et là, on a mis en place des moyens pour résoudre ce point-là. Par contre, pour votre dernière information, cet élève n'est pas en situation de handicap. Et là, ah oui. Donc là aussi, on fait bouger les lignes. On fait bouger la représentation. On se dit, ah ben je me suis fait avoir aussi, quoi. Bon, Grégory, vous allez me rassurer, évidemment que dans les formations en intervention sociale, ce rapport à soi-même, cette attention à sa propre vulnérabilité, c'est hyper traité depuis tout le temps. Je ne suis pas sûr que je vais beaucoup vous rassurer. C'est beaucoup traité, on va dire,
en termes de déclaratif. Mais sur le travail fondamental, c'est pas si simple que ça à réaliser. Même d'ailleurs, nous, en tant que centre de formation, c'est très inégal dans les centres de formation, la façon d'accueillir les personnes handicapées en formation. On a vraiment un travail de fond à faire. Alors, on a la prépa Oasis nous a beaucoup aidé à ça. Parce que ce n'est pas juste une prépa qui accueille 15 personnes, elle fait penser les choses et met des représentations différentes. Mais du coup, il y a, je vous dis, par exemple, là, à l'IRTS Île-de-France, là, on a fait notre première réunion avec les délégués, enfin les référents handicap étudiants, référents handicap salariés, avec la psychologue qui intervient dans l'institution et avec notre directeur général. Et c'est tout nouveau, ça vient de se mettre en place. Et une fois qu'on a mis ça en place, mais c'est génial, les choses, elles avancent avec une fluidité parce que les directions, elles ont envie qu'on avance. Nous, on a envie d'avancer. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses toutes simples qui peuvent être mises en place. On est commencé sur des questions de fauteuils. Et on s'est dit, mais en fait, pour les personnes, il y a besoin de fauteuils parfois très adaptés, et puis des fauteuils généralistes, un peu accessibles à tout le monde. Et où est-ce qu'on peut les stocker, etc. Et puis, on en arrive des fauteuils, ah oui, mais il y a des étudiants qui viennent nous dire qu'ils ne les utilisent pas en amphi parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ne sont pas toujours bien vus. Et là, du coup, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse ce travail-là pour nous-mêmes, en fait. Et à la rentrée, là, on va... le groupe s'est dit, bah, ce serait intéressant et on va proposer ça à l'ensemble des équipes. Allez voir les étudiants à la rentrée et leur dire, vous avez le droit d'être handicapé, c'est la première, et bienvenue, et on vous accueillera, et on essaiera de tout faire pour faciliter les choses. Mais la deuxième chose, c'est l'accueil des personnes handicapées, ça commence là. Et en ne regardant pas en biais vos collègues parce qu'ils sont sur un fauteuil, et en ayant l'impression qu'ils sont privilégiés. Et ce travail, je pense qu'on peut le déployer, ça va se déployer au fur et à mesure dans l'institution, mais les sensibilisations, ça commence par là. Et ça a une importance immense, ces modalités d'accueil-là. Je vais revenir, on va bientôt s'arrêter, mais je vais revenir parce qu'il y a une question autour de ça sur le handicap psy, puisqu'on voit bien hein, la thématique du webinaire, c'est tous les handicaps sont-ils enfin, tous les métiers sont-ils accessibles à tous les handicaps? La question du handicap psy, ça gratouille. Et il y a une question qui demande, mais finalement, pour les handicaps psy, on a aussi cette capacité de résilience, de prise de distance que Patrice évoquait tout à l'heure dans les conditions qui rendent possible un parcours. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi retrouver cette capacité de prise de distance quand on est en situation de handicap psy? Donc, on voit bien que cette question, elle gratouille. Peut-être vous avez des parcours en tête qui illustreraient. Et Grégory, là, je vous vois, mais à fond. J'en ai plein. Non, mais c'est important, du coup, que on voit bien que on a dit qu'on prenait les questions vraiment en face. Oui. Donc, voilà, je pense que c'est important. Je pense vraiment que la résilience, il y a d'abord à la développer chez les capacités des personnes à entendre. Je vous donne juste un exemple, en fait. La dimension du rétablissement en santé mentale, c'est un vrai travail qui est fait où on dit, on ne cherche pas à ce que la personne n'ait plus de troubles, mais à ce qu'elle apprenne à vivre avec ses troubles. C'est un travail d'une qualité extraordinaire, en fait. Et un jour, plutôt que de commencer par faire intervenir un psychologue, j'ai fait intervenir une personne psychotique qui a présenté la question de la résilience et qui a présenté les troubles psychiques. Et ben pour la promo, ça a été extraordinaire. On forme des gens dans ce cas-là qui n'ont plus peur parce qu'ils voient une personne en face qui leur explique ce que c'est. Et à certains moments, elle leur a même fait, ce qui est une situation, je dirais, extrême, elle leur a fait expérimenter ce que c'était qu'être entendeur de voix. C'est-à-dire, elle leur a dit, bon, voilà, une personne se met en face de vous, là, vous allez dialoguer avec elle, mais vous allez avoir deux personnes qui vont vous parler dans les oreilles en même temps. Et au bout de 5 minutes, la personne n'en pouvait plus. Et elle revenait en disant, ah oui, mais en fait, c'est-à-dire que quand un entendeur de voix entend des voix et qu'il est en train de communiquer avec moi, ça lui demande une énergie immense. Et donc, la reconnaissance de la qualité de ce que développent les personnes, c'est énorme. Et j'aurais même envie de dire, le rétablissement en santé mentale a été développé dans un CHRS diffus en Île-de-France, le plus grand CHRS diffus de France. Les résultats sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on forme les équipes à la question du rétablissement
vraiment accompagner les personnes. Il y a plein de détails, je n'aurai pas le temps de détailler ici, même en suspendant l'obligation d'accompagnement social. Et on voit des personnes qui, au bout de 5 ans, en fait, une équipe qui est mobilisée alors qu'il y en avait 30% en partance et en souffrance avant de mettre ça en place, qui interagit beaucoup plus avec les personnes accompagnées, qui développe des rapports de confiance. Enfin, je crois qu'on a beaucoup à apprendre, en fait. Non seulement la prise de distance, elle est possible, elle se fait, et on a beaucoup à en apprendre. Patrice, pas mieux? Oui, oui, pour compléter ce que dit Grégory, c'est aussi la représentation des maladies mentales qu'on a, qui est le trouble psychotique, l'épilepsie, vous voyez, des grandes catégories comme ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir comment ces pathologies, qui souvent relèvent d'une chronicité, et quelles conséquences ça a, et comment c'est régulé, comment c'est stabilisé dans la vie quotidienne. Vous voyez, on ne se pose pas la question pour quelqu'un qui est diabétique sous insuline. On dit, bah oui, c'est bon, ça va, il fait ses doses et puis c'est bon. C'est pas aussi simple que ça dans sa vie quotidienne, hein. Mais il arrive à tout à fait compenser. Voilà. Et donc là, quelqu'un qui a même la pathologie de l'épilepsie qui a été citée tout à l'heure, s'il n'y a pas de déficience sur la conduite automobile, c'est-à-dire si on n'a pas développé et abordé, approfondi la notion de conséquence, on se dit, bah non, il ne va pas pouvoir accompagner des jeunes, alors qu'il est éducateur spé, à une activité, alors qu'en fait, il n'a peut-être pas du tout cette conséquence-là. Donc, en fait, c'est bien de pouvoir voir dans la sphère relationnelle comment ça se joue, comment ça s'exprime, de voir que peut-être il y a des freins, peut-être qu'il y a des freins qui peuvent être compensés, sur lesquels on peut trouver des adaptations. Et puis, si on n'en trouve pas, OK, mais c'est de pouvoir le dire, de pouvoir en parler ouvertement. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant et que les personnes pourront y revenir plus tard. Mais voilà, ne pas être sur handicap psy, ce n'est pas possible. Parce que quand on dit ça, ben, on fait une catégorisation de handicap psy, ce n'est pas possible au travail. Et je pourrais dire, ben, handicap, ce n'est pas possible au travail. Vous voyez, on peut faire ce même résumé qu'on fait souvent. Voilà. Puisque ce que je voudrais dire, c'est assez important, c'est l'accueil en stage. Et on en a parlé sur Oasis, mais sur OA Santé, c'est pareil. La volonté que met le OTH à proposer ces dispositifs-là avec des temps d'immersion professionnelle, parce que c'est quand même la moitié de ces dispositifs qui se font en immersion professionnelle, ben c'est un moment où les employeurs aussi, où les équipes peuvent voir que, ah bah oui, je n'avais pas imaginé que c'était possible, ou ben oui, tiens, on va essayer, mais il faut oser. Il faut oser. Et on a encore beaucoup d'établissements qui sont un peu timides, quoi, en disant, oui, je ne sais pas, je vais peut-être prendre plutôt des élèves aides-soignants ou des infirmiers parce que j'ai des besoins. Oui, d'accord. Mais ça commence aussi par là. C'est dans l'exploration de l'orientation professionnelle qu'on va avoir une première marche qui va être indispensable. Et là, la place de l'accueil en stage et des professionnels va être primordiale. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je crois qu'on a tout dit. Il faut oser, il faut parler, il faut regarder chaque situation, il faut travailler sur ses propres vulnérabilités, il faut mesurer toutes les compétences en plus qu'ont des personnes en situation de handicap. Voilà quelques-unes des pistes qu'on a explorées ensemble. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Patrice, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce webinaire particulièrement riche que vous pourrez retrouver en replay. Et puis, le programme des webinaires continue puisque à 10h15, vous pourrez rejoindre un webinaire sur connaître les aides et les contrats pour recruter, et puis que toute la journée, 14h, 15h15, et puis demain, et puis voilà. Enfin bref, retrouver toute la programmation sur le site des Indispensables. Bonne journée à chacune et chacun, et puis bon recrutement à venir de travailleurs handicapés, compte tenu de toutes les richesses que nous ont partagées Grégory et Patrice. Bonne journée. Merci, au revoir.